Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour l'organisation de ces journées. Je trouve que ça montre que les sciences de la durabilité existent en France. Il n'y a pas de, si certains en doutaient, ben je crois que le succès de cette rencontre le montre qu'ils avaient tort. Oui, alors je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a un certain nombre de choses dont je voudrais vous parler, effectivement. Donc je vais parler depuis la biodiversité, et je dirais que pour faire rentrer la biodiversité en société, c'est pas simple, en sciences de la durabilité non plus. Donc il y a beaucoup de réflexions, et notamment sur les valeurs, et sur les valeurs de la nature. Le GIEC de la biodiversité, l'IBES, vient de sortir un rapport. Et c'est pas un hasard, hein, il y a une stratégie derrière, et donc c'est aussi de ça dont j'aimerais rendre compte, avec quelques concepts scientifiques, et notamment celui de socio-écosystème, de dispositifs et de cycles adaptatifs. Vous voyez, donc le menu est lourd. Alors, Yuba, il a fait allusion hier, effectivement, à l'article de Clark et Harley, qui est vraiment, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de manuel de sciences de la durabilité, mais ce papier est vraiment un papier excellent. Alors, il est très roboratif, on va le dire comme ça, hein, il est gros, hein, et voilà. Et j'aime notamment beaucoup cette figure. Je trouve que cette figure, elle présente bien les différentes problématiques qui existent en sciences de la durabilité, que vous travaillez sur l'eau, sur l'agriculture, sur l'énergie, sur les sols ou sur la biodiversité. Vous allez retrouver à chaque fois, typiquement, la première problématique qui est comment on conçoit les relations nature-société, comment on les gouverne au sein d'un socio-écosystème, on va dire, au sein d'une société, d'un État. Vous avez les relations entre différents socio-écosystèmes. Ça, je ne le développerai pas, la deuxième dimension. Ensuite, la troisième dimension, c'est la dimension temporelle, la dynamique des socio-écosystèmes, la dynamique des interactions nature-société. Les conceptions de la nature, elles varient beaucoup avec le temps. Hein. Très clairement, elles ne sont pas... La séparation nature-culture, par exemple, dans le monde occidental, c'est une étape assez brève, en fait, quand on prend 2000 ans d'histoire occidentale, notamment. Et puis la quatrième dimension, qui est la dimension entre le local et le global. Hein. Voilà, que je ne développerai pas non plus, avec la notion de panarchie aussi. Voilà. Bien, donc je vais traiter plutôt la dimension 1 et la dimension 3. Voilà, donc je parlerai donc quelques concepts transdisciplinaires, donc un peu de théorie. Ensuite, j'essaierai de montrer comment, s'ils s'appliquent notamment en biodiversité, pourquoi effectivement développer des concepts aussi abstraits, en quoi c'est utile en fait en biodiversité. Et puis ensuite, je terminerai très rapidement sur, je dirais, la temporalité des valeurs de la nature et des solutions fondées sur la nature. Ces deux concepts qui sont actuellement les concepts d'actualité dans le domaine de la biodiversité, en parlant de dynamique temporelle des écosystèmes et des sociétés à la lumière de la notion de résilience écologique. Voilà. Vous pourrez par exemple, typiquement temporalité, pour l'île de l'Oléron, quel est son avenir, quels sont les scénarios, donc voilà, ce genre de questions sur les élevages d'huîtres notamment, qui sont menacés, acidification des océans, ça va être de plus en plus difficile, remonter, recul du niveau du trait de côte. Voilà. Bien, alors, développer, utiliser des concepts transdisciplinaires. Donc, alors, c'est vrai que je parle plutôt de l'écologie scientifique et notamment de la modélisation. Donc, une des questions qu'on se pose souvent, c'est comment on va concevoir, comment on va formaliser finalement les relations entre les sociétés et les écosystèmes. Alors, on a un panel comme ça d'expressions, nature, biodiversité, écosystème. Il y a des circonstances où on utilise plutôt l'un, plutôt l'autre. Aussi, on pourrait discuter. C'est important aussi de savoir quel terme on utilise. Ils sont plus utiles, ça dépend des contextes. Voilà. Donc comment on conçoit? Et ça, la conception déjà des socio-écosystèmes, la notion de système est importante, notamment pour concevoir les rétroactions, les effets pervers. Elle n'est pas forcément triviale. Et si vous regardez en fait socio-écosystème, si vous cherchez la représentation, la plus souvent, celle qui fait consensus, on peut dire, eh bien c'est celle-ci. Donc vous avez les systèmes écologiques d'un côté, les systèmes sociaux de l'autre, et puis vous avez des interactions entre les deux. Et cette représentation, à mon sens, c'est une très mauvaise représentation parce que, en fait, elle entretient le dualisme nature-culture. Alors c'est pratique, évidemment. On s'est construit, les sciences occidentales sont construites sur le dualisme nature-culture. Donc vous avez la culture d'un côté, la nature de l'autre. Et il y a un consensus pour considérer qu'il faut dépasser ce dualisme. Et là, très clairement, on entretient le dualisme avec cette représentation. Et puis l'autre chose qui est peut-être plus gênante encore, mais qui est plus implicite, qui est plus perverse, c'est qu'en fait, ça donne l'impression qu'il y a une manière pour la nature et la culture d'interagir. Vous voyez, quelque part, vous avez comme ça... Et puis, alors, on a des termes, mais finalement, la diversité des termes qui est là ne suggère pas forcément une diversité de systèmes possibles. Or, justement, quand on parle de transition écologique, de transformation écologique, eh bien, il s'agit bien de transformer, de changer les interactions entre les systèmes écologiques et les systèmes sociaux. Voilà. Donc, plein de raisons pour lesquelles c'est pas bon comme représentation. Alors, à partir de là, on peut faire peut-être un retour avec notamment Karl Popper. Alors, les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être pas, un des grands philosophes des sciences du XXe siècle, qui a dit des choses qui sont pas forcément, qui ont mal vieilli,
Mais à la fin de sa vie, il y a notamment ce papier sur les trois mondes où il explique qu'en tant que philosophe des sciences, il constate que finalement, les sciences affrontent trois types de réalités, trois types de mondes, et qui ont vraiment des propriétés qui sont différentes. Mais vous avez des mondes scientifiques, et donc ils distinguent effectivement les entités biophysiques, donc les entités et les processus matériels. Ensuite, les entités sociales. Alors, à l'époque, il parle plutôt, il prend l'exemple du langage. Je pense que les institutions et les organisations sont sans doute vraiment les entités qui sont importantes dans le monde social. Et puis, enfin, vraiment distinguer, il y a les entités mentales, les imaginaires, les idées, les valeurs, les conceptions du monde. Les chasseurs-cueilleurs, comme les postmodernes, ont des conceptions du monde. Et l'idée, c'est que vous avez des propriétés qui ne sont pas les mêmes, des dynamiques qui ne sont pas les mêmes sur ces trois types d'entités. Voilà. Ça peut être des choses qui sont un peu triviales pour les sciences humaines et sociales, pour les sciences de la nature. La distinction de ces trois types d'entités et la manière dont elles interagissent, c'est quelque chose qui n'est pas forcément si simple que cela. Alors j'essaie de le représenter avec un diagramme comme cela, donc des entités mentales, des entités sociales et des entités biophysiques, donc qui interagissent. C'est pour ça que je le fais sur cette figure. Et la conséquence évidemment importante, notamment pour nous autres scientifiques qui travaillons sur la causalité, c'est que la causalité, elle n'est jamais pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une causalité biophysique, mais il y a une causalité qui, de toute façon, va combiner des causalités qui sont à la fois mentales, sociales et biophysiques. Ce qui, évidemment, pour comprendre ce qui se passe dans un socio-écosystème, comment, par exemple, le loup, par exemple, la dynamique du loup. Donc ça, je veux dire, on l'a vu de manière très pragmatique, les biologistes, il y a 20 ans, quand on travaillait sur les controverses sur le loup, donc on faisait des modèles comme cela, biophysiques, et puis on pensait qu'avec le modèle biophysique, voilà, on allait changer les décisions. En fait, on s'aperçoit que la dynamique du loup, elle est enchâssée dans tout un ensemble de dynamiques sociales. Vous avez des institutions, vous avez les élevages, les éleveurs qui interviennent, et puis vous avez tout un ensemble de représentations qui luttent les unes avec les autres, c'est-à-dire le loup comme espèce charismatique qu'il faut préserver, les grands carnivores. Donc dans notre grande naïveté, je dirais il y a 20 ans, on se pensait que c'était vraiment la représentation qui s'était imposée, qui devenait omniprésente, mais le loup des prédateurs, qui était la représentation omniprésente il y a un siècle, eh bien finalement elle revient. Et donc il y a aussi un conflit sur les représentations, et la décision politique, eh bien, elle repose aussi sur la légitimité de ces deux représentations qui sont en conflit. Donc grosso modo, eh bien, l'effectif du loup l'année prochaine, eh bien, ça va dépendre, effectivement, il y a une combinaison de ces différentes entités. Voilà. Donc du coup, il faut effectivement comprendre comment tout cela interagit. Alors, je dirais que, je vais peut-être forcer le trait, c'est-à-dire que le monde de la nature, de la conservation de la nature n'est pas complètement naïf par rapport à ça. Les ONG environnementales, depuis 50 ans, ont engagé un travail très important de changement des entités mentales. De travail justement avec les films animaliers, etc., justement pour changer les représentations. Au passage, c'est plutôt les ONG environnementales plutôt que les scientifiques qui travaillent sur la biodiversité. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. On voit, sur la biodiversité, on est vraiment en complète transdisciplinarité. Je pense que sur la dynamique, notamment de la gouvernance planétaire, de la biodiversité et du climat, est complètement différente. En 92, à Rio, sur le climat, la convention, elle est sous l'égide des scientifiques. La Convention sur la biodiversité, en 92, elle est sous l'égide des ONG environnementales. Les scientifiques sont assez peu présents. Et même à l'époque, les scientifiques disent mais le terme biodiversité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, on n'utilise pas ces termes-là. C'est une invention comme cela de l'ONU, des ONG, mais ça n'a rien de scientifique. Donc il y a vraiment une différence dans cette dynamique qui est aussi importante, qui constitue d'ailleurs, je pense, maintenant une richesse. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a vraiment besoin, alors vision ternaire, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais en tout cas, il y a trois types d'entités dans ces écosystèmes. Il ne faut pas oublier aucun de ces trois types. Alors, il y a une notion complémentaire qui me paraît assez utile pour réfléchir à ces combinaisons dans les socio-écosystèmes et comment ça change, quelle est la mécanique finalement dans les socio-écosystèmes. C'est la notion de dispositif telle qu'elle est proposée par Michel Foucault. Donc Michel Foucault a cette définition du dispositif, un ensemble résolument hétérogène. Donc vous voyez, avec trois types d'entités, on est vraiment, l'histoire d'hétérogénéité, elle est vraiment intéressante, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux. À l'époque, Michel Foucault ne s'intéresse pas beaucoup à l'écologie, il y a d'autres préoccupations, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques. Ce que je trouve très intéressant dans cette définition, c'est que, vous voyez, parfois on découvre, finalement, les sciences ont interagi avec les sociétés. En 1978, Michel Foucault explique bien que finalement, la construction de la modernité, la science, les sciences ont toujours été au cœur du réacteur. Elles ont toujours été présentes dans la construction des dispositifs. Donc à l'époque, Michel Foucault s'intéresse à la construction du système éducatif et du système pénitentiaire. Et dans la justification des dispositifs qui sont construits, les sciences sont très présentes. Voilà.
Donc on a toujours été immergé dans la société. Une autre chose que je trouve intéressante dans cette définition, c'est a eu pour fonction majeure de répondre à une urgence. Donc c'est 1978, il parle de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle. Donc en fait, on est toujours dans l'urgence, en l'occurrence. Les sciences donc interviennent et puis on leur dit, attention, il nous faut une réponse rapide. C'est pressé, le problème est urgent. Voilà, donc c'est pas nouveau. Alors ça donne aussi une vision, vous voyez, de la société, des socio-écosystèmes. Au passage, vous voyez, ça n'a pas été conçu par des ingénieurs. Bon, c'est pas forcément d'ailleurs, ce serait pas forcément mieux d'ailleurs, mais en l'occurrence, on peut concevoir comme ça les sociétés avec un amoncellement, une sédimentation d'un ensemble de dispositifs qui à chaque fois ont été mis en place en urgence. Ce qui évidemment fait que les constructions ne sont pas parfaites. Et que du coup, pour comprendre aussi ce qui se passe, vous voyez, quand on amoncelle comme ça des dispositifs ensemble, évidemment, c'est extrêmement hétérogène et extrêmement difficile de s'y retrouver dans la causalité. Autre raison pour lesquelles c'est difficile de travailler sur la causalité. Et puis autre chose qu'il dit dans sa définition qui est vraiment intéressant, qui comporte du dit aussi bien que du non-dit. Donc là, typiquement, la nature, elle est omniprésente dans les dispositifs, et jusqu'à récemment, on n'en parlait pas. Et c'est pour ça que moi, le terme externalité me plaît bien quand même, parce qu'il représente le fait que c'est à l'extérieur. C'est-à-dire que la nature, elle est autour, elle est à l'extérieur. Voilà, et que justement, il faut la faire rentrer. Alors, le problème du terme externalité, c'est qu'il a été accaparé par les sciences économiques, donc du coup il a une connotation très économie néoclassique, mais on peut aussi, élargir et considérer que l'internaliser, c'est l'internalisation qui peut être politique, sociale, il y a plusieurs manières de l'internaliser. Voilà, donc du coup, la question qui se pose, les questions qui se posent d'ailleurs depuis pas mal de décennies, qui ont été faites, les ONG environnementales ont beaucoup fait, quels dispositifs on développe pour préserver la nature, la biodiversité, les écosystèmes. Voilà, sur les externalités. Alors, au passage, les implicites aussi, 80% des espèces ne sont pas encore décrites, donc l'implicite en biodiversité, il est omniprésent, il est très majoritaire. Voilà. Donc, j'essaie de représenter avec une figure, alors c'est peut-être parce que je suis modélisateur, mais je trouve que c'est bien d'avoir des schémas avec des flèches, etc., pour vous donner aussi une idée de la schizophrénie aussi dans laquelle on baigne, en tout cas quand on est en biodiversité. Donc là, j'essaie de représenter, alors c'est très simplifié évidemment, un dispositif autour de l'agriculture, de l'agriculture moderne. Donc vous avez avec une représentation qui est la nature au service des humains, très clairement, le ministère de l'Agriculture et l'ensemble de ces entités, donc là c'est très simplifié, et puis des paysages agricoles uniformisés avec des espèces domestiquées. Et puis, à côté de cela, vous avez le ministère de l'Environnement qui crée d'autres dispositifs autour d'une représentation qui est la valeur intrinsèque de la nature, des espaces naturels et des espèces protégées. Et alors, si je parle de schizophrénie, c'est que pour ceux qui s'intéressent à la préservation de la biodiversité, la question est de savoir quel est le dispositif qui est le plus important, auquel il faut s'intéresser, qu'il faut promouvoir ou qu'il faut changer. Est-ce que c'est les dispositifs du ministère de l'Environnement ou bien est-ce qu'il faut s'attaquer aux dispositifs du ministère de l'Agriculture? Alors évidemment, l'attitude confortable, jusqu'à présent, ça a été finalement, on va s'intéresser aux dispositifs du ministère de l'Environnement parce que là, on est les bienvenus. Quand on dit que la nature, c'est important, le ministère approuve, etc. Donc on fait des colloques, on est tous contents entre nous, on dit vraiment la nature, c'est important et on est content. Quand on s'attaque à l'agriculture et qu'on commence à dire la biodiversité c'est important en agriculture, la réaction est au minimum froide, on dira. Voilà. On ne va pas dire plus. Et donc, effectivement, et l'autre chose, donc en fait, de plus en plus on s'aperçoit qu'effectivement l'avenir de la biodiversité, il se joue sur ces dispositifs. Et puis d'autre part, j'essaie d'introduire la notion de limite planétaire parce que ce qui se passe, c'est de plus en plus, comme vous avez de plus en plus d'humains, chaque dispositif déborde, c'est-à-dire que de plus en plus, les espaces protégés, par exemple, l'ambition de la COP15, ça va être de faire de 50% d'espaces protégés sur la planète. Les calculs qu'on peut faire, c'est que ces 50% d'espaces protégés, vous auriez de 1 à 2 milliards d'humains. Donc du coup, la place des humains, le progrès humain, quels sont les schémas de développement ou de progrès des humains, de ces 1 à 2 milliards d'humains dans ces espaces protégés, c'est une question qui devient socialement très importante. Donc vous voyez, le dispositif, on a seulement la valeur intrinsèque de la nature, il est insuffisant. Et inversement, l'agriculture, le fait d'avoir ignoré la nature, évidemment, ça devient insupportable, et côté toxicité, etc., émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, il y a nécessité de transformation. Voilà. Donc, évolution et transformation des dispositifs, c'est effectivement la question que l'on se pose. Alors, il y a encore une autre représentation des socio-écosystèmes que j'aime beaucoup, qui est encore un tout petit peu plus complexe, qui est celle qui a été proposée, en fait, c'est Richard Norgaard, qui vient de l'économie écologique, et Giorgio Calli s'est publié avec lui sur ce schéma-là, donc dans Ecological Economy, qui est d'une excellente revue, que je vous recommande. Il y a vraiment des articles qui vont très loin, et pas que sur l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des questions très politiques qui sont traitées, et notamment sur la décroissance, c'est là qu'on trouve vraiment des articles qui sont assez profonds. Voilà. Et donc ce que propose, en fait, dans cette vision de socio-écosystème, Norgaard,
c'est que, en fait, lui considère que, eh bien, finalement, le socio-écosystème, c'est 5 systèmes en interaction. Alors, attention, les 5 systèmes en coévolution. La notion de coévolution est extrêmement importante. Donc, il considère qu'il y a les connaissances, les valeurs. Alors, évidemment, comme l'a fait remarquer un étudiant récemment, la frontière entre connaissances et valeurs, elle n'est pas simple, elle est floue, bien sûr. Tout ça, c'est des ensembles flous, on est bien d'accord. Après, la méthode analytique, il y a un moment où on essaye de mettre des frontières, et puis on voit ensuite si ces frontières elles permettent effectivement d'avancer dans l'analyse. Il y a l'organisation sociale, donc là on reconnaît les entités sociales, là dont je vous parlais tout à l'heure. Là on est clairement sur les entités mentales, avec 2 types d'entités mentales, les valeurs et les connaissances. Et puis vous avez les technologies très importantes dans le monde moderne. Quelles sont des hybrides? Les hybrides, elles ont à la fois une nature sociale, une nature biophysique, et aussi une nature représentationnelle. Les imaginaires autour des technologies, c'est important. Et puis l'environnement. Et donc ce que propose Norgaard, c'est la notion de coévolution. Alors, la notion de coévolution, en sciences de l'évolution, l'idée c'est que vous ne pouvez pas évoluer librement, c'est-à-dire que vos modes d'évolution, ça dépend des partenaires avec lesquels vous évoluez. Vous voyez, par exemple, typiquement, lorsque la proie change, évolue, le prédateur va devoir en conséquence évoluer aussi. Et de la même manière, le prédateur ne peut pas évoluer de n'importe quelle manière parce qu'il faut qu'il reste capable d'attraper ses proies, donc il est contraint. Et donc la notion de coévolution, c'est que si vous voulez faire changer le système, le socio-écosystème, eh bien, il va falloir que les 5 systèmes changent ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire que si jamais l'organisation sociale ne bouge pas, vous aurez bien beau faire changer les valeurs, les connaissances, le système va bloquer. Vous voyez. Et donc c'est peut-être pour ça que la transition écologique, elle est aussi difficile. C'est parce que, en fait, il faut effectivement travailler sur les 5 systèmes à la fois. Ce qui veut dire évidemment, justement, les sciences de la durabilité. C'est pour ça que le pluriel, d'ailleurs, sciences de la durabilité, est important parce que finalement, chacune et chacun s'attaque à différents éléments du système, avec plus ou moins de succès, mais voilà, j'allais dire, l'alliance fait le... Désolé, l'expression m'échappe, mais voilà, alors justement, sur les alliances, alors je ne sais pas si j'ai le temps, peut-être, ça c'est quelque chose que l'on voit actuellement, notamment aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et Australie, c'est que vous avez une alliance de fait entre, d'une part, effectivement, on peut dire les naturalistes, qui défendent la valeur intrinsèque de la nature, et puis ceux et celles qui défendent les peuples autochtones, et qui finalement se retrouvent sur les mêmes territoires, mais qui défendent une autre représentation de la nature comme culture, qui est sans doute une manière beaucoup plus puissante finalement de défendre la nature. Et il y a un très bel article, une très belle controverse autour du lac Klamath dans le sud de l'Oregon, où vous avez un barrage avec de l'eau, donc, et puis la question se pose de savoir comment vous utilisez l'eau. Est-ce que vous l'utilisez pour faire de l'irrigation, avec une agriculture qui est très rémunératrice, la culture d'oignons, etc., ou bien est-ce que vous la gardez pour préserver l'habitat d'un poisson qui est menacé, mondialement menacé, et d'autre part pour préserver les territoires de ces peuples autochtones. Et là, vous avez une alliance qui a assez bien fonctionné, justement, qui a permis de préserver à la fois les territoires des peuples autochtones et puis ce poisson. Donc là, vous voyez 2 dispositifs différents qui, finalement, peuvent s'unir et peut-être, dans certaines occasions, certaines circonstances, effectivement, faire pièce à l'autre. Alors, oui, il y a une autre notion, d'ailleurs, qui est importante chez Michel Foucault, c'est la notion de rationalité forte et des rationalités faibles. L'idée, c'est qu'il y a les rationalités dominantes, donc typiquement, là, vous avez la rationalité dominante en rouge, et puis les rationalités faibles qui sont ignorées ou dominées. Et un des enjeux aussi de la transition écologique, c'est de changer la hiérarchie de ces différentes rationalités et faire qu'effectivement, ces rationalités faibles, finalement, gagnent en puissance. Donc à travers des alliances, à travers différentes choses. Voilà, avec des problèmes de verrous, des verrous, on le voit bien entre l'agroécologie et puis l'agriculture moderne actuellement. Donc là, c'est un autre dispositif qui se crée, je dirais, autour de la nature comme culture. Sur l'agroécologie, ce qui est intéressant, c'est que le premier ministère à avoir créé une plateforme sur l'agroécologie, c'est le ministère de l'Environnement. Et ce n'est pas un hasard, c'est sans aucun doute, effectivement. Ça ne rentre pas franchement dans la culture du ministère de l'Agriculture. Donc là, il y a des résistances à la notion d'inertie institutionnelle. Elle est extrêmement importante aussi pour comprendre tout cela. Il y a la notion de paquet technique aussi qui était proposée par les agronomes pour expliquer que finalement, entre espèces génétiquement homogènes, paysages uniformisés et pesticides, ça faisait système. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer un à la fois. Donc la notion de verrou aussi, elle est extrêmement importante. La notion d'ambivalence aussi que j'aime bien, la notion d'ambivalence, vous voyez, c'est que les carnivores, justement le loup, on y revient, maintenant il fait partie des deux dispositifs. J'aime beaucoup du coup cette revendication, effectivement. On aimerait revenir à un monde simple, vous voyez, les brebis d'un côté, le loup de l'autre, chacun son territoire, le territoire du ministère de l'Environnement, le territoire du ministère de l'Agriculture, et on ne mélange pas les deux, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Malheureusement, tout ça, effectivement, ça déborde, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le ministère de l'Agriculture refuse de gérer la question du loup, donc préfère effectivement que chacun reste chez soi. Voilà.
Bon, il faut que j'accélère, je crois. C'est ça. Il me reste 5 minutes à peine. Voilà, donc effectivement, la deuxième partie sur les concepts transdisciplinaires. Alors, comment on peut les décliner? Donc, effectivement, si je reviens au schéma de Norgaard, sur le schéma de Norgaard, je dirais, tout simplement, donc effectivement, il faut travailler une fois sur les valeurs et les connaissances, donc ce que j'appellerais un social-écologisme autour des valeurs et des propriétés de la nature. Et puis, eh bien, il faut travailler sur l'organisation sociale et les technologies. Donc là, je voulais parler brièvement de ce qui s'appelle les solutions fondées sur la nature, donc concept proposé maintenant il y a une dizaine d'années, alors de nouveau par l'UICN, donc par une ONG, c'est-à-dire que de nouveau c'est un concept qui ne vient pas du monde, enfin, on peut dire du monde parascientifique, voilà, c'est un peu plus compliqué parce que l'UICN, effectivement, c'est un peu mélangé, mais avec l'idée que, eh bien, lorsqu'on a un problème technique, un problème à résoudre, eh bien, plutôt que de penser immédiatement à la technologie la plus moderne et qui est parfois très artificialisée, eh bien, de penser dans quelle mesure la nature, effectivement, ne peut pas répondre. Donc, typiquement, dans la régulation des flux hydriques, eh bien, c'est la zone humide versus les barrages et les digues, ou bien l'agriculture, c'est le cas de l'agroécologie. Donc, vous voyez, avec cette idée que je trouve intéressante, que finalement, on tape effectivement sur les 5 systèmes à la fois et que solutions fondées sur la nature, eh bien, ça s'attaque à la fois au monde technologique et à l'organisation sociale. Ça veut dire que, notamment, eh bien, il faut un modèle économique autour des solutions fondées sur la nature. Et notamment l'agroécologie. L'agroécologie, ça entraîne une diminution de la productivité du travail, ça entraîne une complexification du travail de l'agricultrice ou de l'agriculteur. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser à des modèles de rémunération qui tiennent compte de cette complexification, de cette diminution de la productivité du travail. Autrement, ça sera difficile de rentrer dans l'organisation sociale. Les solutions, l'agroécologie risque autrement d'avoir un succès d'estime auprès de ceux qui sont convaincus des valeurs de la nature, mais qui ne sont pas forcément majoritaires. Voilà. Donc sur le rôle des valeurs de la nature, donc très rapidement, l'IBES propose notamment effectivement ce triangle, en considérant que la nature, il y a 3 manières de la considérer. Donc la vision, effectivement, on peut dire moderne du monde occidental, nature pour la société, et puis ce qu'a développé le monde de la conservation de la nature pour la nature, la valeur intrinsèque de la nature, l'antispécisme, et puis la nature comme culture. Alors souvent, les peuples autochtones sont présentés comme un modèle, c'est-à-dire effectivement réintégrer la nature dans la culture. Cela étant, nous avons des contraintes qui sont en tant que modernes, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles des peuples autochtones, donc je ne suis pas sûr que ce soit un modèle qui puisse aller très loin. Mais par contre, cette idée qu'effectivement de la nature comme culture, donc la nature est au cœur de la culture, est sans doute une idée intéressante et à explorer. Voilà, donc solutions fondées sur la nature, donc très rapidement, ça je peux accélérer. Donc il y a plein de choses, évidemment. C'est l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire que la biodiversité, effectivement, est plus qu'un problème, une réponse, une solution dans l'adaptation au changement climatique, que ce soit la végétation comme lutte contre les îlots de chaleur, par exemple, dans l'agriculture, l'agroécologie, qui font une diversité d'options. Voilà, sur la sécurité et la santé aussi, il y a plein d'options qui sont intéressantes en faisant appel à la nature. Voilà, donc je vais passer là-dessus. L'agroécologie, donc ça, Isabelle en a un peu parlé, donc ce n'est pas forcément l'appel de revenir. Diversité biologique et sociale qui est importante, ça fournit une diversité d'options. Donc face à des aléas environnementaux qui vont être de plus en plus importants, de plus en plus rapides et de plus en plus graves, eh bien, le fait d'avoir une diversité, effectivement, dans les paysages, diversité des cultures, diversité des filières, eh bien, c'est sans aucun doute une espèce d'assurance qui peut exister. Voilà, je vais passer donc rapidement. Il y a des critères qui existent, alors que la COP15 va notamment discuter de savoir si l'objectif majeur maintenant de la CDB, la Convention pour la diversité biologique, c'est la restauration, le maintien et la restauration de l'intégrité des écosystèmes. Ce qui me paraît intéressant parce que écosystème, plutôt qu'espèces menacées, où il y a un shift, on parlait avant plutôt d'espèces et on va parler d'écosystèmes, c'est que interagir avec l'ensemble des actrices et des acteurs sur les territoires, le terme d'écosystème, le concept d'écosystème, il est sans doute beaucoup plus préhensible par effectivement les acteurs socio-économiques. Le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on met derrière l'intégrité des écosystèmes en scientifique, en sciences. Eh bien, les sciences écologiques, j'allais dire, sont encore un petit peu débordées actuellement, mais quand même, sur les écosystèmes, on a quand même des billes, avec notamment l'écrit des écosystèmes par la composition, la structure et la fonction. Et du coup, diversité des structures, structure et fonction, eh bien, est une manière finalement de représenter l'intégrité. Alors ce qui va être intéressant, c'est que c'est les ONG environnementales qui ont poussé l'intégrité des écosystèmes pour la COP15, donc ça risque de tourner surtout autour des écosystèmes naturels, parce que les ONG environnementales sont beaucoup sur les écosystèmes naturels ou sur les espaces protégés, et vous avez Géobonne, notamment avec Paul Ledley, qui s'est mobilisé, donc la communauté scientifique, pour dire attention, intégrité des écosystèmes, il
faut qu'on traite l'ensemble des écosystèmes, et notamment les écosystèmes agricoles et urbains. D'où l'importance d'avoir des critères scientifiques qui puissent s'appliquer sur l'ensemble des écosystèmes. Parce que oui, sur les écosystèmes naturels, on va retomber sur des concepts de naturalité, des concepts qui a peu d'humain, il y a une empreinte écologique qui est faible et qui du coup auront une faible pertinence pour les autres écosystèmes où les enjeux sont sans doute très importants. Voilà. Alors peut-être sur les relations sciences-société, je trouve que le schéma de Norgard aussi, il est extrêmement utile parce que finalement en tant que producteur de connaissances, ce qu'il faut bien voir, c'est effectivement la complexité des relations, c'est-à-dire qu'on doit interagir avec différentes sphères. On interagit avec la sphère des valeurs, avec la sphère de l'organisation sociale, alors celle-ci est très vaste, et avec la sphère des technologies. Et évidemment, les discours, les questions ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, je crois qu'on a besoin aussi de bien voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Et les controverses depuis 25 ans sur la notion de service écosystémique, eh bien, elles illustrent bien la difficulté. C'est-à-dire que la notion de service écosystémique, elle a été comme ça balancée par quelques écologues pour expliquer comment finalement les sociétés dépendaient des environnements, mais sans donner le mode d'emploi de la notion de service écosystémique. Et à partir de là, la manière dont ça allait interagir avec l'organisation sociale, eh bien, il y avait une grande diversité d'interprétations, ce qui a conduit à un grand nombre de controverses. Mais quand même, pour rappeler, c'est venu de l'écologie profonde, à la notion de service écosystémique. C'était en fait des personnes qui désespéraient de sensibiliser la société à l'importance de la biodiversité, et du coup, elles se sont dit, en fait c'est Gretchen Daly notamment, qu'il fallait un concept qui soit assez économique, de manière à expliquer justement au secteur économique et financier à quel point la biodiversité était importante. D'où la notion de service écosystémique qui en fait a un succès qui était très supérieur à tout ce qu'attendaient les créateurs de la notion. Voilà. Très rapidement, je termine par cette dernière chose sur la temporalité, donc sur notamment la résilience, donc la notion de résilience. Alors, la résilience, notamment, sa vertu, c'est qu'elle permet de s'affranchir de la notion d'équilibre, c'est-à-dire que, de toute façon, l'équilibre n'a jamais existé, les socio-écosystèmes n'ont jamais été à l'équilibre, donc il faut s'intéresser à des trajectoires. Donc, dans les trajectoires, vous avez un penseur qui est extrêmement important, qui est Holling, qui a développé la notion de résilience écologique, avec cet article en 73, et qui explique que finalement, il faut se préoccuper dans les socio-écosystèmes sur la persistance des interactions au sein d'un système. La notion de système est importante et qu'il faut abandonner cette notion de stabilité. Alors stabilité, c'est pratique, on a un point, on sait le décrire et du coup, on veut y revenir au seul même point. Mais ça, c'est une illusion et ça ne marche pas. Il travaille sur la gestion des pêches, la gestion des forêts, au passage, à l'époque, et vous voyez bien qu'effectivement, cette notion d'équilibre, elle était encombrante, extrêmement encombrante, et que du coup, il fallait changer la conception des politiques. Voilà. Alors, par rapport à ça, il a proposé quelque chose d'extrêmement important, qui est la théorie des cycles adaptatifs, et qui s'inspire en fait du concept de succession écologique, que je pense que tout le monde dans la salle connaît, le lieu vide, c'est coloniser progressivement des herbes, des buissons, puis des arbres. Et du coup, ce qu'il a développé, et notamment en collaboration avec des économistes, c'est cette notion de cycle adaptatif en expliquant qu'un écosystème et une société, un socio-écosystème, passe inéluctablement par 4 stades successifs. Un stade d'exploitation, les ressources sont abondantes, il y a par exemple peu d'humains. Ensuite, il y a un stade de conservation. Il y a beaucoup d'humains, il s'est construit un capital aussi extrêmement important. Et là, il y a la tentation, effectivement, de conserver le stade parce que, effectivement, ça semble assez... il y a un certain nombre de projets qui ont été réalisés. Et ce qu'explique Holling, ce qu'argumente Holling, c'est que la crise, elle était inéluctable pour différentes raisons. Dynamique des êtres vivants, changement des conditions dans lesquelles on a construit les systèmes. Et donc la crise va arriver. Et ensuite, il y a réorganisation et ensuite un nouveau cycle d'exploitation et conservation. Et l'idée, par rapport à ça, c'est que l'objectif, c'est que la crise soit la moins grave possible. D'accord ? Plutôt que de l'empêcher. Et notamment, l'empêcher, en fait, peut être contre-productif, c'est-à-dire que si vous l'empêchez, vous risquez d'avoir une crise encore qui est beaucoup plus grave, parce que de toute manière, elle est inéluctable. C'est vraiment une des idées importantes que défend Holling et Gunderson, qui lui est un économiste. Et les crises ne sont pas forcément négatives. Alors là, c'est peut-être un peu provocateur, mais c'est Schumpeter qui l'explique, il parle de la destruction créatrice, et notamment il explique qu'une crise économique, c'est extrêmement utile, parce que ça permet de se débarrasser des entreprises qui étaient adaptées à l'ancien monde économique et de laisser la place aux jeunes, aux nouvelles entreprises qui seront beaucoup plus adaptées à la nouvelle donne économique. Voilà. Donc il y a différentes choses dans tout ça. Alors, dans cette idée de crise, donc vous voyez, effectivement, donc préparer la suite, c'est extrêmement important. Ça peut aussi s'appliquer en écologie. Alors je ne sais pas si, je ne vais peut-être pas trop déborder. Sur la gestion, l'exemple du piège de la conservation, c'est la gestion du feu au sud-ouest des États-Unis. Le service des eaux et forêts américain a été a eu comme politique au XXe siècle, on va empêcher les feux.
voyez, en Arizona, etc. Et ça a bien marché pendant le XXe siècle. Ils étaient très performants parce que pour y arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que le matériel inflammable s'est accumulé. Et donc, inéluctablement, à la fin du XXe siècle, eh bien, vous avez eu des feux géants. Et de ce passage, ils auraient pu avoir connaissance de ce qui s'appelle l'écobuage, une pratique traditionnelle où effectivement on brûle régulièrement, donc crée des petites crises de manière à éviter la crise la plus grave. Donc cette histoire de faire éventuellement des petites crises ou de préparer la crise et de voir en la suite, c'est extrêmement controversé dans les sciences sociales. Donc là, vous avez un article qui fait bien le bilan de toutes les critiques que l'on peut faire justement sur cette théorie de la résilience, parce que lorsqu'on crée une crise, évidemment, pour qui on va créer la crise, c'est-à-dire qui va en souffrir, et évidemment, l'exposition sociale sur le cas social n'est pas forcément la même. Donc là, il y a effectivement un enjeu social qui est extrêmement important dans cette histoire de gestion des crises. Voilà. Et donc, je termine en conclusion. Vous avez parlé de la théorie du changement. Donc, je voulais signaler, si tout le monde ne le sait pas, c'est que l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, a proposé en 2019 dans son rapport spécial ce qui s'appelle la notion de changement transformateur, faisant le bilan que finalement 30 ans de politique de préservation de la biodiversité, c'était un échec, et que d'essayer d'analyser l'échec. Donc, considérant que, d'une part, les sciences de la nature ont fait leur travail pour identifier les enjeux, les sciences sociales ont proposé tout un ensemble de choses, notamment de ne pas travailler en silo, et ça ne marche pas. Ça n'a pas approprié politiquement, et donc de considérer, plutôt que de dire les politiques manquent de courage ou sont idiots, de se dire peut-être qu'il y a des raisons scientifiques qui font que ce n'est pas adopté. Et donc de proposer effectivement ce qu'ils appellent des points de levier, donc notamment sur les valeurs, travailler sur les valeurs, donc d'où le rapport de l'IPBES sur les valeurs, travailler sur les inégalités, et puis, lorsque vous avez travaillé sur les valeurs, sur les inégalités, et à partir de là, les mesures économiques qui sont proposées, sur les incitations, l'internalisation des externalités, les technologies, peuvent avoir leur vertu. Leur vertu, mais dans un cadre éthique et social qui, effectivement, soit beaucoup plus, beaucoup plus rationnel, sachant que rationnel, évidemment, il y a plusieurs rationalités, donc c'est la mienne que je défends, et pas, je dirais, la rationalité social-écologique par rapport à la rationalité techno-économique qui reste la rationalité dominante. Voilà. Et ma dernière diapositive, donc c'est à propos de la diversité des conceptions, des représentations. Donc ça, c'est le cadre conceptuel de l'IPBES de 2013, je ne sais pas si vous le connaissez, qui résulte de batailles homériques au sein de l'IPBES. Alors, il y a des boîtes, il y a beaucoup de boîtes, on aime beaucoup en écologie, les boîtes et les flèches. Il y en a trop de boîtes, c'est trop compliqué. Là, vous avez les humains, vous voyez. Là, vous avez la nature. Là, vous avez comment la nature, effectivement, est importante et indispensable aux humains. Et puis là, ça représente en fait les batailles qui ont eu lieu à l'IPBES. Donc, en gris, c'est les concepts sur lesquels l'ensemble des partis des gouvernements se sont mis d'accord. Ça fait consensus au sein de l'IPBES. En vert, ce sont les concepts qui ont été défendus. Alors, la terminologie n'est pas très bonne, de mon sens, grosso modo, qui a été défendue par les pays occidentaux. Et puis en bleu, c'est les concepts qui ont été défendus par certains pays du Sud qui ne se reconnaissaient pas dans les concepts occidentaux. Donc, par exemple, vous voyez, certains pays du Sud, pas tous, ont refusé la notion d'écosystème, de service écosystémique, on retombe sur la controverse, ont proposé les dons de la nature. Donc voilà. Donc deux manières de décrire finalement nos relations avec la nature, les dons de la nature. Voilà, quelle est la science qu'on peut faire? Quel est le concept qui est le plus porteur de ce point de vue-là? Je vous laisse y réfléchir. On en a un troisième, donc la contribution de la nature aux humains maintenant, qui pourrait remplacer le service au donc on a une pluralité, vous voyez, sémantique, et de la même manière, là on a la nature, ou bien la biodiversité des écosystèmes, ou bien la terre-mer, voilà, une autre manière aussi de concevoir la nature. Voilà, donc à l'IPBES, il y a vraiment aussi cette diversité, donc d'où les travaux qui se font sur les valeurs de la nature. Merci de votre attention. Désolé, c'est un peu long.